Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence qui est organisée par le groupe Conditions Animales de la France Insoumise. Donc cette conférence est intitulée « Végétaliser l'alimentation, un pilier essentiel de la bifurcation écologique ». Donc nous avons le plaisir d'accueillir Élodie Vieille-Blanchard, la présidente de l'Association végétarienne de France, Benoît Noël, agronome et fondateur du projet Vétopia, dont il nous parlera et dont il expliquera de quoi il s'agit, Jade Beniguel, qui est référente jeune de la Révolution écologique pour le vivant, le parti d'Aymeric Caron, donc avec lequel nous travaillons à l'Assemblée puisqu'il fait partie du groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Aurélie Griès, qui est donc adjointe à la mairie du 7e arrondissement de Lyon. Et Anne Stambach-Terrenoir, qui est donc députée de la France Insoumise, très investie sur le sujet de la condition animale, puisque c'est l'ex-co-animatrice de notre groupe thématique. Donc notre groupe, il est rattaché à l'Espace Programme. Nous sommes l'auteur notamment du livret Conditions animales qui a enrichi le programme L'Avenir en commun pour l'élection présidentielle de 2022. Donc nous réalisons des travaux programmatiques, nous soutenons et nous organisons des actions localement et nationalement partout en France. Et nous alimentons également les réseaux sociaux sur la condition animale de toute la France insoumise. Donc nous avons décidé d'organiser cette conférence aujourd'hui sur la végétalisation de l'alimentation, car pour les animaux, qui rappelons-le sont, et c'est scientifiquement prouvé, il n'y a plus débat là-dessus, doués de sensibilité et ressentent exactement comme nous la peur, la joie et la douleur. Donc pour les animaux, mais aussi pour l'écologie et également pour notre santé, il y a urgence à réduire drastiquement notre consommation de protéines d'origine animale. D'ailleurs, notre programme prône une réduction de 50% de leur consommation. Et pourtant, malheureusement, cette année, nous avons appris, grâce à l'étude de l'I4CE, que la consommation de viande en France est en augmentation. Donc nous nous heurtons à de nombreux obstacles, alors qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient culturels ou qu'ils soient économiques. Et nous souhaitons donc dans cette conférence dresser un bilan et vous donner des éléments sur les impacts à la fois écologiques et sociaux du modèle actuel et de mener une réflexion collective sur les multiples dimensions de la bifurcation écologique. Et nous échangerons aussi autour de blocages qu'il peut y avoir et de solutions politiques concrètes pour amorcer cette transition. Donc pour cela, je vais laisser la parole d'abord à Élodie qui va dresser un bilan de la situation, puis à Benoît qui nous présentera donc des alternatives concrètes, notamment à travers son expérience et notamment à travers son expérience à Vétopia, puis à Jade qui nous donnera le point de vue plus spécifique de la révolution écologique pour le vivant sur le sujet. Et enfin à Aurélie et Anne qui pourront nous parler des blocages et des solutions politiques concrètes qu'il peut y avoir politiquement à la fois localement et nationalement. Ensuite, nous aurons un temps d'échange avec vous dans la salle. Vous pourrez poser les questions. Simplement, je précise juste, comme il y a 5 intervenants et c'est beaucoup, de poser des questions qui soient très courtes pour qu'on puisse avoir la possibilité d'y répondre ensuite. Voilà, donc je vais laisser la parole à Élodie. Merci beaucoup. Donc, je représente l'Association végétarienne de France. Ça nous semblait vraiment très important d'être là aux Amphis cette année. On est régulièrement aux Amphis parce qu'on souhaite vraiment mettre en avant le caractère indispensable d'un changement de modèle alimentaire. Donc on est là vraiment pour faire de la sensibilisation, de l'information. On a un stand sur le village associatif. Et avant de commencer mon intervention, je voudrais vous demander déjà, est-ce que certains d'entre vous se considèrent déjà comme très sensibilisés et bien au courant ? Ok. Est-ce que certaines d'entre vous sont plutôt des personnes curieuses qui veulent un petit peu explorer le sujet ? Ok, très bien. D'accord, allons-y. Donc je voulais poser d'abord vraiment dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est la consommation de viande et de produits animaux en France, dans le monde, et quels sont les impacts. Et d'abord, ce que je voudrais poser, c'est que depuis 1960, depuis les statistiques agricoles de la FAO, la consommation de viande à l'échelle mondiale, elle a été multipliée par 5. Donc ça a été vraiment une transformation très importante de la production agricole qui a affecté très profondément le visage de la planète. On considère qu'aujourd'hui, il y a 83% des surfaces agricoles de la planète qui sont consacrées à l'élevage, soit directement, soit indirectement.
et ça ne fournit que 17% des calories qui sont consommées sur Terre. Donc il y a vraiment une disproportion très importante. Et ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que se nourrir avec des protéines animales, c'est très inefficace. Pourquoi ? Tout simplement parce que les animaux, ils mangent des végétaux, et à partir des aliments, des calories végétales qu'ils ingèrent, ils produisent de la chair animale ou d'autres produits animaux qu'on va consommer. Et en fait, la conversion est très inefficace. C'est ça qui fait qu'en fait, la production de viande et de produits animaux, quel que soit l'indicateur écologique qu'on considère, que ce soit le bilan carbone, que ce soit l'empreinte eau, l'empreinte surfacique, c'est-à-dire les surfaces agricoles qu'il faut, mais en fait, on se rend compte que c'est vraiment, voilà, ça coûte beaucoup plus aux écosystèmes qu'une alimentation végétale. Donc très récemment, il y a une étude qui est parue dans une revue scientifique de référence qui s'appelle Nature Food. Et cette étude, elle montrait que si on mangeait tous vegan sur Terre, voilà, c'est une expérience de pensée, on ne va pas passer une alimentation vegan d'un seul coup, mais en fait on diviserait par 4 les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Donc ça c'est très important quand on sait que les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est autour de 25% des émissions de gaz à effet de serre globales. Et les émissions de gaz à effet de serre juste de l'élevage, c'est à peu près 18% de toutes les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. C'est plus que le secteur des transports. Voilà, c'est important d'avoir des ordres de grandeur un petit peu en tête. C'est un gros problème aussi pour ce qui concerne la biodiversité. On peut le comprendre très bien parce que pour nourrir tous les animaux d'élevage qui sont en nombre très important et en grande majorité dans des fermes-usines en France, il faut produire de la nourriture. Ça peut être du maïs, ça peut être du soja, qui contribue à la déforestation de l'Amazonie. Voilà, donc en fait le visage de la planète a été vraiment profondément modifié depuis les années 60 par ce mode d'alimentation qu'on considère comme normal. Et en fait ça n'est pas du tout normal à l'échelle de l'histoire de notre espèce de manger de la viande à tous les repas. C'est vraiment très très récent. Notre espèce elle a 300 000 ans et ça fait à peu près 60 ans, 70 ans qu'on mange comme on mange. Voilà, on a publié notamment au mois de mars une tribune dans le journal Marianne avec le député Gabriel Amar sur le plan eau du gouvernement qui ne prenait pas du tout en compte la question de l'agriculture, alors même que l'agriculture c'est plus de la moitié de la consommation d'eau en France. C'est pas beaucoup des prélèvements, mais vous savez qu'il y a des prélèvements qui sont restitués aux nappes phréatiques. C'est par exemple les prélèvements qui vont servir à refroidir les centrales nucléaires, mais les prélèvements d'eau pour l'agriculture, ils sont vraiment consommés par les plantes. Ensuite, c'est de l'eau qui se retrouve dans un autre endroit du cycle de l'eau, et donc c'est de l'eau qu'on ne peut plus utiliser. Voilà, la consommation de viande, ça a été dit en France, c'est à peu près 2 fois plus que la moyenne planétaire, et c'est en augmentation. Ça veut dire que malgré les alertes qu'on a eues depuis des années sur la question écologique, malgré toutes les vidéos de L214, en fait on continue à manger plus de viande en France. Donc c'est urgent de changer de modèle. Là, il y a vraiment un consensus. Il y a un consensus dans tous les scénarios de transition agricole. Les scénarios qui sont, par exemple, construits par des agronomes, comme le scénario AFTER ou le scénario TIFA. Les scénarios qui sont construits par des scientifiques, les scénarios qui sont construits par les associations, les scénarios des partis politiques. En gros, ils disent tous qu'il faut diviser au moins par 2 notre consommation de produits animaux. En fait, cette réduction, elle aurait à la fois un effet direct, c'est très clair. Voilà, on enlève certaines productions. On enlève par exemple les émissions de gaz à effet de serre associées, mais ça aurait aussi un effet indirect par toute la récupération des surfaces qui serait possible, qui permettrait de réensauvager, de reforester par exemple. Il y a un chiffre important aussi qui est très marquant, peut-être que vous le connaissez. Quand on prend tous les mammifères de la planète, on imagine qu'on les met sur une balance. Dans les mammifères, il y a les êtres humains, il y a les animaux, le bétail, en fait les animaux qu'on consomme, et il y a les animaux sauvages. En fait, les humains et le bétail ensemble, ça fait 96% de cette masse des mammifères terrestres. Il reste que 4% pour les animaux sauvages parce que tout simplement, encore une fois, on a complètement transformé la surface de la planète pour changer de mode d'alimentation. Alors, changer nos modes d'alimentation en passant par l'alimentation, changer nos modes d'alimentation en réduisant notre consommation de protéines animales. Ça permettrait de réduire les émissions de méthane, les émissions de protoxyde d'azote, qui sont des gaz à effet de serre très très réchauffants, c'est-à-dire qui réchauffent beaucoup plus que le dioxyde de carbone. Et en plus, ce sont des gaz qui restent moins longtemps dans l'atmosphère, donc ça permettrait d'avoir un effet beaucoup plus rapide que d'autres politiques.
et notamment les politiques de transition technologique. Et certaines études indiquent qu'on pourrait maintenir en fait un climat en dessous d'un réchauffement de 1,5 degré en misant justement sur une transition alimentaire. Une donnée importante aussi que je voulais évoquer avec vous, c'est l'apparente contradiction entre le fait que la majorité de la viande qui est consommée, la majorité des animaux qui sont exploités sont dans des fermes-usines, des fermes industrielles, mais la majorité des éleveurs sont des petits éleveurs qui ont peu d'animaux et qui sont en élevage extensif. Donc ça s'explique parce que dans les fermes-usines, il y a vraiment des quantités d'animaux astronomiques. C'est principalement des élevages de cochons, de volailles. Ce sont les viandes qu'on consomme en augmentation en France. Donc tout ça, ça indique qu'il est possible de réduire drastiquement la consommation de viande en France, tout en préservant l'emploi et même en créant de l'emploi agricole. Le scénario AFTER 2050, il indique qu'on peut diviser par 2 la production animale en France et on peut créer plus de 100 000 emplois en équivalent temps plein dans le monde agricole. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. J'en viens aux pistes politiques. Et là, c'est quelque chose d'assez compliqué. Galia a évoqué un rapport qui est paru au mois de mars qui fait le point sur la consommation de viande en France. Pour savoir comment agir, en fait, c'est important de savoir quelle est la part des repas qui sont pris dans différents contextes. Et en France, il y a à peu près 90% des repas qui sont pris dans la sphère privée, à la maison. Et il reste 10% des repas qui sont pris à l'extérieur. Dans ces 10%, il y a 5% de repas qui sont pris dans les restaurants privés, 5% en restauration collective et seulement 2% dans les cantines scolaires. Donc quand on réfléchit à des politiques publiques, c'est important d'avoir ça en tête. Nous, à l'AVF, on a une campagne qui s'appelle VG Cantine, qui mise sur les changements d'habitude dans la restauration scolaire. Alors c'est évidemment très séduisant parce que ce sont des politiques qui cochent toutes les cases. Voilà, quand on a un engagement de justice sociale, on se dit que ça s'appuie sur les services publics. Les menus végétariens, ce sont des menus laïques. C'est une manière de proposer à tous les enfants un menu de qualité. C'est une manière de créer des habitudes alimentaires qui sont vertueuses. Malheureusement, vous comprenez bien que 2% des repas qui sont pris, c'est vraiment pas beaucoup. Par ailleurs, les politiques publiques les lois ne sont pas du tout ambitieuses en la matière. On pourra discuter de ça un petit peu plus en détail si vous voulez. Il y a une loi qui est en vigueur depuis 4 ans, qui est la loi Egalim, qui impose seulement aux cantines de proposer une fois par semaine un choix végétarien. Donc ça n'est même pas un menu végétarien pour tous, c'est juste un choix végétarien. Voilà. Néanmoins, ce sont des politiques qui peuvent être menées et qui peuvent être menées au niveau municipal, c'est-à-dire sans attendre que le gouvernement s'engage. Si on réfléchit à des politiques qui seraient véritablement impactantes, évidemment, on conçoit bien qu'il faudrait faire bifurquer les politiques agricoles au niveau européen. On conçoit bien qu'une politique de fermeture des fermes-usines, et je pense que Anne va en parler, c'est vraiment ça qu'il faudrait faire. Il faudrait prendre le problème à la racine. Malheureusement, c'est complètement à l'opposé des priorités du gouvernement macroniste, et c'est à l'opposé aussi des priorités des politiques européennes. Donc on se pose vraiment la question de comment toucher les habitudes de consommation. Il y a plusieurs approches qui sont possibles. Il faut bien sûr considérer que les habitudes de consommation, elles sont culturelles, affectives. Donc c'est pas facile du tout de changer ces habitudes de consommation. On peut très bien être convaincu qu'il faut manger moins de viande et ne pas le faire parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on a des habitudes, parce qu'on a, un enracinement familial qui crée des difficultés. En tout cas, je pense que c'est important de travailler là-dessus. Il faut considérer, à mon avis, toutes les politiques qui concernent la publicité. Je vous donne juste un ordre de grandeur qui me semble pertinent. La publicité agroalimentaire, c'est 1000 fois le budget du Programme national nutrition santé. Donc vous comprenez que les messages du PNNS pèsent bien peu face aux messages des grands groupes industriels. Il y a la question des professionnels de santé qu'il faudrait réfléchir, à mon avis. En sachant qu'actuellement, il y a une formation qui est très insuffisante sur ces enjeux-là. Voilà. Et tout ça en fait un problème qui est vraiment compliqué. Si vous venez nous voir sur le stand, on a un magazine qui s'appelle Virage et on consacre le numéro actuel à la question de la solidarité. Et ce qu'on pointe, en fait, c'est le fait que alors qu'une alimentation végétarienne est solidaire par essence, en fait, elle est connotée bourgeoise. Et donc, c'est très difficile de toucher les catégories les plus populaires. Et ce sont ces catégories-là qui mangent de manière générale le plus de viande. Donc on ne peut pas avoir des politiques comme pour d'autres secteurs comme les transports en disant en gros on va toucher aux habitudes des ultra-riches. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Donc c'est compliqué, c'est pour ça qu'on est très content de discuter de ça avec vous aujourd'hui. Et juste avant de donner la parole, je voudrais vous informer que demain, on propose un temps de rencontre pour les élus municipaux et pour tous les gens qui agissent dans les cantines scolaires. On vous donne rendez-vous à 12h30 sous la tente Pauline Léon. Donc si vous voulez apporter votre repas, on va discuter un petit peu de ce qu'on propose dans le domaine des cantines et notamment on va créer un réseau d'entraide pour les acteurs de la restauration collective. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et je donne la parole à Benoît. Déjà ? Ok, donc moi je m'appelle Benoît Noël, je suis ingénieur agronome et j'ai travaillé dans plein de projets. J'ai fait des projets avec de l'élevage, j'ai pas mal travaillé dans une ferme de recherche où on avait une centaine de bovins. Mon premier projet alternatif, c'était une coopérative où on vendait des produits fermiers mais aussi issus de l'élevage. J'ai lancé aussi un projet qui visait à associer le petit élevage au maraîchage et mon dernier projet c'était un projet d'agriculture végane. Et quand j'ai commencé ce projet, je n'étais même pas végétarien, donc c'est pas une lubie d'un végétarien, vegan qui voudrait faire une agriculture comme il lui plaît. Donc c'est un projet de quelqu'un qui se pose des questions. Je suis devenu végétarien, je ne suis pas encore vegan entre temps. Et pourquoi est-ce que finalement c'était important pour moi de développer un projet d'agriculture végétalienne qui répond à des standards véganes? Eh bien, c'est pour des raisons essentiellement écologiques d'abord. Quelque part, moi je perçois ma mission de vie comme préserver, en tout cas participer à préserver l'habitabilité de l'écosphère. Et cette mission de vie est aujourd'hui quasi impossible. Et si l'ensemble de l'humanité était végane, je serais en vacances. Donc voilà, c'est par fainéantise que j'ai voulu faire de l'agriculture végane. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour cette cause? Le plus facile pour moi, le moins impactant, c'est peut-être changer au niveau boulot. De toute façon, j'aime bien développer des nouveaux trucs, donc c'était chouette et facile, et donc je l'ai fait. Alors, l'agriculture végane, elle existe déjà, et depuis longtemps, mais elle ne marche pas bien. Donc, il n'y a que quelques fermes, quelques centaines de fermes sur la planète, alors que y a rien qu'en France, il y a des milliers, plusieurs dizaines de milliers de fermes bio, donc ça ne marche pas très très bien. Et donc, ce que je voulais faire, c'était développer une agriculture végane, mais pas que, aussi performante et capable de challenger le modèle du bio, et donc d'être plus performant que le bio. Moi je le vois par rapport à un ratio de surface utile pour nourrir les humains. Et donc la ferme traditionnelle bio, elle est stable, elle est basée sur un modèle qui n'est pas si vieux que ça mais qui date du Moyen-Âge et qui est le modèle de la polyculture élevage. Ce modèle-là, il a une efficacité d'à peu près 20%. C'est-à-dire qu'il y a 20% de la surface qui, en équivalent, permet de nourrir les êtres humains. Et donc, si on arrive avec une agriculture végane à être mieux que ça, et je pense qu'il y a moyen d'être beaucoup mieux, on va pouvoir prendre des parts de marché. Et donc, ça, c'est en gros le modèle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agriculture végane? C'est une agriculture qui refuse l'exploitation animale. Ça veut dire pas de fumier issu de l'élevage, pas de chevaux de trait, pas d'animaux sur site, etc. Bon, les animaux, ça peut rendre certains services. Et ça n'a pas tellement de sens de développer une agriculture qui serait soi-disant végane ou de manger des produits véganes alors qu'on est dépendant du système d'élevage par les fumiers, par les déchets d'abattoirs qui sont reformulés en engrais, et c'est ça qui permet souvent de faire pousser les légumes des petits maraîchers. C'est finalement des sous-produits de l'élevage. Donc l'idée c'était surtout de développer un système de fertilisation végétalienne. Et ça marche très bien, vous voyez mes produits, donc tout ça c'est des produits véganes. Donc on a développé le projet il y a 3 ans, on produit entre une demi-tonne et une tonne par semaine, et on cultive 2,6 hectares, il y a 2,6 hectares de surface brute et la moitié est en parcelle de culture. Et donc ça marche très bien, même j'ai des problèmes de mauvaises herbes, mais elles indiquent tous sol trop riche, donc c'est des petits réglages, je crois que le système fertilitaire fonctionne bien. Alors comment on fait? On utilise des branches d'arbres broyées et du foin,
Et donc on a récupéré finalement le système de la polyculture élevage. Et au lieu d'utiliser le foin pour nourrir les vaches et puis d'utiliser le fumier des vaches pour nourrir les plantes qu'on mange, ce qui est le système de la polyculture élevage, on donne directement le foin à manger aux vers de terre. Et donc ça permet des économies en termes environnementaux, si vous voulez. Donc il y a une meilleure efficacité parce que dans le système élevage, il y a beaucoup de pertes et d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc voilà, c'est à mon avis beaucoup plus performant en termes écologiques. Et il nous reste à démontrer que c'est plus performant en termes économiques aussi. Alors, c'est quoi l'idée de base pour développer cette nouvelle agriculture végane? C'est d'aller chercher non pas les vieilles idées qui inspiraient les anciennes versions, mais les nouvelles idées qui sont les idées de sol vivant, de maraîchage sur sol vivant, d'agriculture du vivant, qui intègrent, si vous voulez, à grande échelle, la vision, les conceptions de la permaculture. Et donc ces conceptions-là, elles sont aujourd'hui très développées en France, il y a une association là-dessus, etc. Et donc on a des nouveaux concepts, on va parler d'agriculture du carbone, etc. Et donc on a des nouvelles versions de l'humus, donc on va le travailler avec des matières fraîches, vivantes, directement incorporées sur les parcelles, et ça va permettre d'être très très performant. Et donc c'est avec ces outils-là finalement que on va pouvoir développer, à mon avis, cette agriculture, et c'est le moment de le faire parce que c'est des approches assez nouvelles. Alors donc voilà, on voit déjà que nos sols se transforment très rapidement. Les clients nous disent que les produits sont délicieux. Visiblement le système peut fonctionner. Quand j'en parle à mes collègues qui sont dans l'agriculture du vivant, tout le monde dit oui, ton truc ça va marcher. On comprend juste pas pourquoi tu veux faire ça, mais ça va sûrement marcher. Donc il y a une question aussi de traduire peut-être ces enjeux qui n'est pas encore passé. Alors ça c'est chez les agronomes et les agriculteurs. Au niveau des institutions et du politique, on est clairement en dessous du radar, donc il n'y a personne qui nous soutient en fait. C'est assez difficile et donc ça nous amène à faire un miracle permanent avec des petits moyens, une énergie citoyenne, etc. Parce que ça passe en dessous du radar du politique et des institutions. Ils ne comprennent pas, ils comprennent pas ce qu'on fait et donc on n'est pas soutenu. Alors on fait des alliances un peu bizarres, même avec le secteur privé, on essaye d'avancer avec des citoyens, avec des entreprises qui veulent un petit peu faire du développement durable, etc. Mais on y arrive plus ou moins, mais ça reste quand même un peu laborieux à ce niveau-là. Alors, l'objectif, ce serait effectivement de développer un réseau de micro-fermes véganes pour nourrir les gens en proximité avec un impact environnemental très positif. Et donc là, une fois qu'on aura mis au point le système de manière à pouvoir être dupliqué, à mon avis, il faut encore 3 ans de recherche. Là, on pourra développer un système auto-apprenant avec des transmissions de pair à pair, donc des agriculteurs on en école une série pour développer des fermes, et puis après ceux-là deviennent les professeurs des autres, et donc on peut vraiment développer un système comme ça, surtout si on arrive à faire société, c'est-à-dire à avoir les outils, à fournir, à acheter les intrants moins chers, avoir les solutions techniques, la formation, les débouchés commerciaux et tout ça. C'est possible parce que on ne fait pas tout et n'importe quoi, on a du sens, on a vraiment des idées qui peuvent fédérer, on est assez vecteur de sens, donc peut-être on va quand même y arriver à générer un mouvement en fait de conversion agricole vers ces systèmes-là. Alors il faut dire aussi que il y a eu la crise Covid, et dans la crise Covid, chez nous, je ne sais pas comment ça va en France, mais en Belgique, la nouvelle paysannerie est morte. Donc on avait une ancienne paysannerie de modèle assez traditionnel qui était pas mal soutenue par les aides européennes, et elle décroissait de 3% par an depuis 40 ans, et en fait ils étaient remplacés en effectif par des gens qui venaient pas du milieu agricole et qui se mettaient à des petites activités, souvent du maraîchage, du petit élevage, des trucs comme ça. Et tous ces trucs-là, malgré les effets d'annonce, n'ont pas été soutenus au niveau politique, au niveau pognon en fait. Et donc quand il y a eu la crise Covid, il y a eu un départ des consommateurs, donc des gens qui soutenaient ces mouvements-là, et ils sont morts, globalement. Donc ils ont fortement disparu parce qu'en fait ils n'étaient pas soutenus par des aides, contrairement aux autres.
Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Donc on a perdu en fait toute la nouvelle paysannerie. Alors d'une certaine manière, c'est moche, mais ça peut aussi être un apprentissage. Si le politique fait pas son boulot, après, les belles paroles, après il y a un désastre, quoi, hein. Il y a des... Chez nous, les petites épiceries de quartier, la moitié qui ont disparu, les maraîchages sont à remettre, etc. On ne trouve plus de maraîchers. Il y a 3-4 fois moins de gens dans les formations maraîchage et tout ça. Donc ça s'est vraiment effondré. Maintenant, le bon côté des choses, c'est que ça permet, ceux qui survivront vont avoir un boulevard pour se développer. Donc il faut viser le redéploiement parce qu'on est dans un désert, donc on va pouvoir facilement redévelopper des systèmes qui ont peut-être plus de sens. Donc il va y avoir une sélection quelque part des systèmes qui ont le plus de sens. Alors, je voudrais vous parler aussi de un peu les autres aspects. Donc, bon, voilà, il y a un cas qui me marque assez fort, c'est le cas hollandais, donc aux Pays-Bas. Très brutalement, en juin 2022, le gouvernement a décidé d'appliquer une réduction drastique de l'élevage pour cause environnementale. Et ils ont dit, bon, maintenant, 30% en moins. Alors tous les agriculteurs sont dans les rues, on a envoyé l'armée, ça a fait une casse sociale pas possible. Ils n'avaient rien anticipé. Alors donc c'est quoi l'objectif? Ils veulent réduire les émissions à horizon 2030 de 50%, les émissions du secteur agricole et de l'élevage et des produits animaux. Et pour ça, ils vont réduire de 30% l'élevage. Donc virez vos vaches, on ne veut rien savoir. Comme ça qu'ils ont fait. Assez brutal. Donc, aux Pays-Bas, il y a, si on veut voir la masse animale, il y a 100 millions de poulets, 17 millions d'humains, 12 millions de porcs, 4 millions de vaches et 40 000 agriculteurs dans les rues, sur qui il faut taper, mais ils ont des grosses machines, c'est un peu embêtant quand même. Donc, je trouve que c'est quand même un peu un scénario catastrophe. On fait rien. On laisse ça, et puis tout d'un coup, on va être pris par des enjeux environnementaux, et on n'aura rien fait, et il faudra réagir brutalement, et il y aura des dégâts, quoi. Alors, je pense qu'il vaut mieux anticiper, si possible, et donc il faut se poser la question de que faire des éleveurs et des agriculteurs. Et donc, effectivement, on peut développer une agriculture écologique durable, indépendante de l'élevage, une agriculture végétalienne. Ça irait très bien sur les terres riches. Donc sur les terres riches et fertiles, sans trop de problème, ça passerait déjà bien. Donc il n'y a pas besoin d'élevage sur ces terres-là. Alors bon, je ne veux pas dire que ça va toucher tous les secteurs. Mais il y a un autre aspect sur lequel on peut travailler, c'est aussi réduire la dépendance des systèmes paysans à l'élevage. Et donc là, on peut travailler avec les paysans pour végétaliser leur système de production. Donc, je ne vais pas dire exclure totalement l'élevage, mais on peut réduire la dépendance parce que pour des raisons agronomiques, c'est dépendant de l'animal. Et si on voulait se donner un objectif, on pourrait se dire, tiens, la ferme des grands-parents, celle-là, elle avait encore du sens. Ça ferait un objectif de réduction par 10 du nombre de têtes de bétail. Alors, on pourrait assez facilement imaginer réduire considérablement l'élevage, c'est-à-dire la souffrance animale aussi, et son impact au niveau environnemental, sans réduire le nombre d'éleveurs, même peut-être en l'augmentant. Il y a de la marge quelque part. Alors ça, c'est des choses qui peuvent se travailler aussi politiquement. Donc on pourrait déjà aussi avoir des objectifs, je vais dire, intermédiaires, comme par exemple dire que les agriculteurs ne devraient pas élever les animaux qui ne sont pas capables de nourrir. Ça semble plein de bon sens, mais l'Europe importe 20 millions d'hectares de protéines végétales d'ailleurs pour nourrir son bétail. Rien que ça. Donc ce serait déjà quand même pas mal de dire, écoutez les gars, vous voulez élever des animaux, vous devez les nourrir, vous devez être capable de les nourrir, quoi. Ça, ce serait déjà une première chose. Ça permettrait de réduire pas mal. Alors on pourrait avoir un deuxième objectif qui serait de dire il ne faudrait pas que l'élevage entre en concurrence avec l'alimentation humaine. Là il y a aussi de la marge, parce que par exemple il y a 58% des céréales européennes qui sont utilisées pour nourrir le bétail. On peut nourrir des hommes avec ça. Il y a 800 millions d'êtres humains qui meurent de faim. Donc est-ce que c'est éthique de faire ça? De nourrir des vaches pour avoir de la viande pour les riches? Et pour les pauvres, c'est la faim. Est-ce qu'on peut éthiquement supporter ça? Je
Je pense qu'il faudrait vraiment dire que l'alimentation humaine ne doit pas rentrer... on ne peut pas donner à manger à des animaux d'élevage qu'on retire de la bouche des enfants du tiers-monde qui ont faim, quoi. Alors, on a des solutions, on a des pistes pour réduire au niveau de l'élevage, la taille des fermes. On peut réintégrer, donc ça c'est vraiment les idées de l'agriculture du vivant, on peut réintégrer massivement l'arbre au système de culture. Donc il faut savoir que dans le système paysan, on lie la vache au carbone et à nourrir les sols. Parce que les déjections de la vache sont ajoutées avec de la paille, ça fait du fumier, et que ça c'est l'apport de carbone au sol. Et donc les paysans ils se disent voilà les vaches ça amène du carbone au sol. Mais c'est pas vrai, la vache ça mange du carbone. Mais dans le système fermier c'est là qu'elle amène le carbone. Alors comment est-ce qu'on pourrait amener par ailleurs ce carbone? Eh bien avec les arbres. Et donc pour la petite histoire j'ai visité une ferme bio qui était bio par obligation dans un terroir très pauvre. Et le type il était assez malin et il avait inventé un truc, c'est que il avait plein de systèmes bocagers, des haies. Et il broyait tout ça et puis il passait ça par l'étable à la place de la paille ou en plus de la paille. Il mettait ça comme litière d'élevage. Et je lui ai calculé qu'en fait il avait multiplié par 4 le potentiel d'autofertilité de sa ferme en faisant ça. Donc en mettant des arbres, en fait on peut substituer quelque part dans ce système-là les vaches. Alors l'approche des sols vivants, les couverts végétaux, on peut développer une agriculture sur foin comme on le fait. Donc tout ça, ça permet effectivement d'être moins... ouais, je sais, j'arrive. Ne m'en faites pas. Hein. C'est pas moi. Alors il y a l'autonomie en protéines végétales des fermes, donc travailler sur ça, hein, développer l'autonomie en protéines végétales, éventuellement pour nourrir les bêtes mais aussi les humains. Alors capitaliser la valeur au niveau de la ferme par la transformation du circuit court, ça permet d'avoir besoin de moins d'animaux pour la même masse d'argent qu'on récolte. Et puis aussi resocialiser l'agriculture, parce que si on manque de main-d'œuvre, on ne sait pas développer ces activités de transformation, etc., qui permettent de garder la valeur au niveau de la ferme. Et donc là, en fait, on a toute une série d'approches qui sont tout à fait audibles par le monde paysan aujourd'hui. Et donc, on peut travailler ensemble, à mon avis, et c'était ça ma conclusion. Est-ce que j'ai de la voix aussi? Du coup, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Jade Beniguel et je suis la référente des Jeunes de la Rêve. Donc la Rêve, c'est la Révolution écologique pour le vivant. C'est un parti qui a été fondé par Émeric Caron, député donc, à l'Assemblée LFI Rêve, il y a 5 ans, et qui est un parti d'écologie radicale et antispéciste. Alors, tout d'abord, je voulais vous donner une définition de l'antispécisme pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est ou pour qui le concept est flou. Alors, donc l'antispécisme, c'est un courant de pensée qui a été développé dans les années 70 et qui considère que l'espèce à laquelle appartient un animal, qu'il soit animal humain ou animal non humain, n'est pas un critère pertinent pour décider du sort de cet être vivant et ni concernant la manière dont il doit être traité. Du coup, l'antispécisme s'oppose au spécisme qui, à l'inverse, établit une hiérarchie entre les animaux et permet malheureusement l'exploitation de ceux-ci. Alors du coup, à la Rêve, on défend la reconnaissance dans la législation de 4 droits essentiels, les feuilles s'envolent, pour tous les animaux non humains sensibles. Donc le droit de ne pas être tué, le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être enfermé et enfin le droit de ne pas être vendu. Du coup, c'est un petit peu la définition de la théorie abolitionniste que l'on défend. Donc je vais développer quelques points. Je précise quand même que c'est un aspect spécifique du programme de la Rêve, l'abolition totale.
Et du coup, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Évidemment, le but, c'est d'accompagner, c'est de mettre en place une planification et c'est de permettre à chaque acteur du système de participer à la transition. Alors, tout d'abord, pourquoi abolir toute forme d'exploitation animale ? Dans toute forme d'exploitation animale, on prend également en compte l'exploitation des hommes sur les hommes, donc hommes avec un gros H évidemment. Là, je vais me concentrer sur les animaux non humains. Alors, un des aspects qui est le plus avancé concernant la nécessité d'en finir avec notre consommation de viande et de poisson, c'est l'aspect climatique. Mais les autres intervenants et intervenantes en ont parlé et vont en parler. Du coup, je vais laisser celui-ci de côté pour vous parler de l'éthique animale qui est malheureusement souvent mise de côté. Voilà, dans le monde, c'est 2000 animaux qui sont tués chaque seconde. Donc chaque seconde à laquelle je parle, il y a 2000 animaux qui sont en train de mourir. En France, cette dure réalité, elle se matérialise par des conditions d'élevage déplorables, car il y a trop peu de contrôle. Par exemple, on n'a pas le droit de filmer les abattoirs. Donc ça pose un véritable problème de contrôle puisqu'on ne peut pas s'y rendre pour vérifier. Et du coup, cette réalité, elle se matérialise vraiment par des cages de contention, la castration à vif des animaux, donc on coupe la queue des cochons, on ronge les cornes des veaux, on coupe le bec des poussins, bref, c'est terrible, c'est cruel, et ces mutilations sont douloureuses. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les animaux souffrent, et les animaux sont des êtres sensibles. Par exemple, il y a de nombreuses études qui ont prouvé que les animaux pouvaient ressentir le deuil. Donc par exemple, la vache est très attachée à son veau et on sait que dans l'industrie laitière, les vaches sont inséminées artificiellement et qu'on tue les veaux parce qu'une vache ne produit pas du lait en continu, c'est pas possible. Donc c'est également pour ça qu'il faut que nous défendons à la REV le fait d'abolir toute exploitation animale pour éviter ces souffrances et pour garantir une certaine éthique animale. Bien sûr, il y a aussi le cas de la biodiversité qui rentre en compte dans la nécessité d'en finir avec l'élevage, puisque c'est comme l'a dit Elodie, c'est qu'il y a d'énormes quantités de terres qui sont utilisées pour produire des aliments destinés à nourrir les animaux. Ça détruit la biodiversité, c'est la promotion de la monoculture, et on le sait, la monoculture, ça détruit les sols. Toute cette biodiversité qui disparaît à cause de l'élevage, c'est un vrai problème. Et donc, c'est une des autres raisons pour lesquelles il est important de réduire notre consommation d'animaux non humains. Alors, dans les faits, comment ça se passe ? Évidemment, on ne va pas arriver à l'abolition totale tout de suite. C'est vraiment quelque chose qui se fait étape par étape. Et pourquoi on défend un point de vue aussi radical ? C'est parce que tout ce qui va se passer entre l'instant où je vous parle et l'instant, on sera peut-être déjà plus là, où l'abolition serait idéalement mise en place, et toutes les étapes entre ces deux moments sont des étapes à prendre. Par exemple, on a Aymeric Caron et les autres députés de la NUPES qui se battent pour l'abolition de la corrida. Ça, c'est concrètement un premier pas qui permet à terme d'en finir avec l'exploitation des animaux non humains. Donc, dans le concret, c'est ce que je disais, pardon, je me suis égarée. On souhaite vraiment établir une planification, et c'est ce que la France Insoumise veut également faire. C'est vraiment de main dans la main avec tous les acteurs et actrices du système, que ce soit les éleveurs et les éleveuses, les ouvriers et ouvrières issus de l'agroalimentaire, parce que le but, c'est pas de mettre des gens au chômage en fermant tous les abattoirs. C'est pas du tout le but. Le but, c'est justement de permettre une reconversion, de faire des formations pour, par exemple, comme le disait Benoît, transitionner vers un autre modèle agricole. Donc c'est tout ça. Et ça prend du temps. C'est pour ça que c'est très important d'être sensibilisé à ça, d'avoir conscience de ce qui se passe.
Et en parlant de ça, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais il y a un stand de L214 sur le site des amphis qui permet de faire de la réalité virtuelle pour se mettre dans la peau d'un animal à l'abattoir. Donc j'ai plusieurs amis qui l'ont fait. Ils pourront... Ah bah L214 est présent en plus, donc super. Donc je vous recommande vivement de le faire parce que ça permet de se rendre compte de choses qu'on nous cache, qu'on ne peut pas imaginer parce que peut-être des fois aussi c'est plus simple de fermer les yeux sur ce qui se passe tellement les conditions sont effroyables. Donc voilà, ça c'était le petit point pour vous inviter à y aller. Et oui, du coup, je me suis perdue, pardon. Je disais que c'était une planification qui prenait du temps. Et Elodie en a parlé tout à l'heure, mais je voulais revenir rapidement sur les cantines. À la Rêve, par exemple, on propose l'instauration d'un repas vegan obligatoire tous les jours dans les cantines. Pareil, un repas vegan, ça peut être juste du riz. Le but, c'est pas que ce soit juste du riz, justement, c'est qu'il y ait aussi une alternative protéinée proposée. Donc, ça passe aussi par de l'accompagnement, par de la formation. C'est pour ça que j'invite tout le monde à aller à la réunion dont elle a parlé tout à l'heure. Parce que ça nécessite vraiment une formation. Il me semble que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et du coup, je voulais vous remercier de m'avoir écouté. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Aurélie Gris, adjointe à la mairie du 7e arrondissement de Lyon, sur des délégations petite enfance, vie associative et promotion de la santé. Et je remercie Galia et le livret Conditions animales pour l'invitation. Alors, je suis là en titre d'élu, mais je suis aussi, en tout cas il y a 10 ans, j'ai fait un BTS diététique, formé sur les questions alimentaires. Et un master où mon mémoire était s'identifier et se socialiser par l'alimentation. Donc c'est un sujet qui me touche particulièrement à cœur. J'ai été bénévole à L214 pendant un certain temps. Et maintenant, je suis au Soulèvement de la Terre également, qui lutte, comme vous le savez, clairement pour la remise en cause de l'industrie agroalimentaire. Comme l'a dit Elodie, et c'est intéressant de revenir sur ce sujet-là, l'acte alimentaire, elle ne peut pas se résumer qu'à la fonction physiologique, même si on est obligé de le manger pour vivre, mais il y a aussi une fonction culturelle, symbolique, sociologique et psychologique. C'est une construction, c'est un facteur de construction identitaire et un marqueur d'identité religieuse. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal en France à se poser la question et à poser la question de la végétalisation de l'alimentation, parce que la France a une image positive de la viande qui est du coup la bonne nourriture et la nourriture animale. C'est un marqueur de richesse. Et c'est vraiment une vision franco-spécifique qui a du coup pour revers de la médaille une connotation assez négative de l'alimentation végétale. On sait, et puis ça a été rappelé, je crois, que la diversification des protéines répond à un enjeu de santé publique. On le sait aussi, l'OMS l'a rappelé plusieurs fois et ces dernières années que l'alimentation est le troisième facteur de cancer lié au mode... troisième facteur de cancer, notamment diabète de type 2, et qu'on consomme plus de 45% de protéines en trop. Ça a été rappelé aussi, et on est tous d'accord pour travailler ensemble sur ces questions-là, mais sur la fermeture des fermes-usines, puisque près de 200 millions d'animaux sont enfermés sur des méga-exploitations. Ça peut aller d'exploitation de 12 000 cochons à 200 000 poules pendeuses en même temps, avec des effets délétères sur le bien-être animal, bien sûr, et sur l'air et l'eau. Vous l'avez peut-être vu hier soir, je crois qu'il est passé le film Les algues vertes. Donc, pour le coup, la Bretagne, les élevages industriels de porc en Bretagne, sur le territoire breton, est l'un des plus importants en Europe. Ces fermes polluent l'environnement par des déjections de nitrates. Et pour nourrir ces animaux, ces méga-fermes sont dépendantes des cultures intensives qui sont arrosées de pesticides, donc qu'on mange après dans la viande, bien sûr. Et on doit importer de plus en plus de soja qui contribue à la déforestation, notamment de l'Amazonie. Et donc,
le territoire de la Bretagne, pour le coup, est méga pollué et a des conséquences notamment sur les plages bretonnes. On en a parlé également, la crise de l'eau, parce que la question de l'eau... Ça fonctionne, oui. On est en pénurie de ressources naturelles et l'agriculture est le premier secteur de consommation d'eau en France, mais ailleurs aussi, avec 58% des prélèvements nets, ce qui engendre aussi une baisse de rendement et de production fourragère des prairies, donc après de consommation pour les animaux. Et il faut quand même, enfin, je pense que tout le monde le sait, mais si on n'a pas d'eau, on n'a pas d'agriculture, et si on n'a pas d'agriculture, on n'a pas d'alimentation. Donc, bon, je ne reparlerai pas ici des méga-bassines parce qu'on préfère faire des trous dans la terre pour pomper les nappes phréatiques au lieu de se poser la question d'un développement différent de l'industrie alimentaire. Voilà, et donc je ne sais plus où j'en étais, mais j'étais énervée. Cette raréfaction, donc en fait oui, la raréfaction des ressources naturelles oblige à un profond remise en question du modèle d'activité économique, et avec des modifications de variétés de produits, de restauration des sols, et donc voilà, il y avait des vraies questions autour de l'agroalimentaire à se poser. Maintenant, je vais essayer de ne pas trop dépasser mon temps, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des municipalités, parce que c'est ça qui est intéressant, je pense, à mettre en avant. Aujourd'hui en France, il y a 200 communes qui mettent en œuvre un repas végétarien hebdomadaire. Donc c'est assez intéressant à regarder. C'est principalement des communes, des grosses communes, parce que c'est plus facile pour les grosses villes de pouvoir mettre en place, notamment au niveau des subventions, mais de mettre en place des repas hebdomadaires végétals. Mais il n'y a pas que la France, et ce que je disais tout à l'heure sur la question de... en France, on a une vision très franco-française de l'alimentation animale, mais par exemple au Portugal, il y a pour le coup, depuis quelques années, une option végane obligatoire dans toutes les cantines publiques. Donc c'est vraiment des choix politiques. Au Luxembourg, il y a possibilité aussi d'avoir un repas végétarien tous les jours dans les écoles. Et donc les repas dépassent plus de 50% dans les cantines du Luxembourg. Il y a aussi New York, il y a quelques temps, avec l'impulsion du maire, alors j'ai oublié son nom, mais a mis en place tous les vendredis un vendredi vegan. Donc c'est vraiment un choix politique important. Pour rappel, les communes, elles gèrent les cantines de crèches, les cantines des écoles, les maisons de retraite et les EHPAD municipaux. Donc ça fait quand même un certain nombre important. C'est plus de 4 milliards de repas par an, la restauration collective. Donc il y a de quoi faire. Donc voilà, et puis ça a été appuyé avec la Convention citoyenne pour le climat qui avait proposé une option végétarienne quotidienne obligatoire, bien sûr qui n'a pas été appliquée. Donc voilà. Après, les municipalités, même si elles veulent mettre en place un repas végétal hebdomadaire, il y a d'autres sujets à traiter et qui semblent importants à dire ici. C'est l'accompagnement des paysans dans la transition. Donc il y a plusieurs leviers pour ça. On a les projets alimentaires territoriaux qui sont mis en place en France et qui permettent aussi aux municipalités et aux communes de pouvoir accompagner des citoyens, des citoyennes, mais aussi des paysans et des paysannes sur des projets qui correspondent aux besoins du territoire. Donc constituer par exemple des marchés de production, proposer plusieurs choses pour pouvoir permettre aux gens de s'adapter au territoire et de proposer des solutions adéquates pour végétaliser l'alimentation. Bon, je ne reviens pas sur la question de l'élevage industriel qui est concentré de souffrance animale. C'est aussi une nécessité pour les agriculteurs, puisqu'il y a un taux de suicide important chez les agriculteurs, notamment chez les agriculteurs élevage bovin. Donc de pouvoir trouver des solutions et d'accentuer notamment sur la question des marchés publics, puisqu'on a les municipalités ont un très gros levier par rapport aux marchés publics. Voilà. Il y a aussi la question de cultiver des champs aux abords de villes, donc repeupler les campagnes avec l'agriculture paysanne et vivrière en petite exploitation.
Voilà. Et par contre, il y a une difficulté qui est peut-être à souligner et qu'on est confronté par exemple à Lyon, c'est on souhaiterait revégétaliser les villes. La difficulté, ça va être la pollution des sols, puisque du coup, il faut aussi réfléchir à comment dépolluer les sols, des villes notamment. À côté de chez nous, on a l'usine Arkema, qui est du coup une usine qui utilise des perfluorés. Et il y a eu une étude qui a été faite par la préfecture il y a quelque temps et qui a été appuyée du coup par Arkema qui nous a lancé des alertes. Voilà. En fait, on a accentué les poulaillers dans les crèches et les écoles. Et donc la consommation des œufs de poule, enfin les familles pouvaient consommer les œufs de poule. Le problème, c'est qu'on a un taux supérieur à la moyenne de perfluorés, donc on a interdiction de consommer les œufs, et du coup Arkema, qui est du coup à Pierre-Bénite, qui est à côté de Lyon, a envoyé une alerte mi-juillet en disant ne consommez même pas vos fruits et vos légumes. Donc en fait, même si on veut végétaliser les villes et mettre des cultures maraîchères dans les villes, en fait, il faut avoir une politique de dépollution des sols et appuyer et faire des plaidoyers aussi au niveau étatique pour interdire l'utilisation de pesticides dangereux. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation pour les perfluorés et il n'y a aucune loi qui oblige à la diagnostic des sols pour pouvoir consommer ou ne pas consommer les produits. Je parlais de marché public. Voilà, je vais peut-être pas... que la question des cuisines centrales, en fait, on a deux solutions dans les communes. C'est de mettre en place des cuisines centrales ou avoir un recours à un prestataire alimentaire. Donc après, c'est des choix politiques et c'est aussi des choix de politique de dire on ne veut pas acheter des œufs des œufs de poule en cage et d'interdire l'achat pour les collectivités ou pour les cuisines centrales d'achat d'œufs en cage ou d'animaux qui ont été maltraités dans les abattoirs ou de certaines filiales bœuf, etc. Donc voilà, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça. On se bat aussi pour la question de la gratuité des cantines et ça va aussi de pair avec la question de la qualité de l'alimentation, puisque on prône une alimentation, un droit à l'alimentation, parce que l'alimentation n'est pas une marchandise mais un droit qui est reconnu dans l'article 25 du droit à l'alimentation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que le droit à se nourrir soi-même dans la dignité. Et voilà, il y a quand même une question de répartition des richesses et de malconsommation qu'il faut travailler et dont les municipalités sont quand même porteuses. Je pourrais clôturer en disant que voilà, la végétalisation des assiettes est une nécessité, comme la montée en gamme des viandes et des produits laitiers qu'on consomme. Que face aux élevages industriels qui polluent et qui importent des soja OGM, il est indispensable de soutenir les élevages à taille humaine et vertueux du point de vue environnemental et humain. Et voilà, il y a des élections européennes, on en a parlé, que c'est une des prochaines batailles sur la question alimentaire et notamment la question de la politique agricole commune et qu'il faut qu'on construise un projet de société plus soutenable et plus responsable et qu'il va falloir être fort et faire front commun avec toutes les associations, les syndicats et toutes les personnes volontaires et bénévoles pour combattre les industriels de l'agroalimentaire et de pouvoir proposer aux citoyens et aux citoyennes une alimentation de qualité et plus végétale et voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous le savez, je viens de terminer ma première année de mandat parlementaire. Et il y a un truc qui m'a frappé tout au long de ces mois, c'est à quel point la question de la végétalisation de l'alimentation est bloquée
par le gouvernement, par la Macronie, par la droite en général, à quel point en fait le sujet est complètement dénigré pour empêcher tout débat sérieux sur la question. Vous voyez par exemple toutes les moqueries auxquelles peut faire face ma collègue Sandrine Rousseau. Et on l'a vu vraiment par exemple dans l'hémicycle avec la proposition de loi de ma collègue Francesca Paschini des Verts, qui avait proposé une loi pour une meilleure alimentation et dans laquelle il y avait effectivement l'augmentation des menus végétariens à la cantine. Mais ce moment, ce débat, mais ça a été un festival de bêtises, de mépris, de méconnaissance, comme on en avait rarement vu dans l'hémicycle, et pourtant je vous assure, des fois c'est pas triste. Et là on voyait vraiment tout l'arc de la droite, ils étaient contents quoi, de se moquer de ces idiots d'écologistes qui veulent tout interdire, c'est bon, on va manger des cailloux, de toute façon ce que vous voulez c'est la viande cellulaire, en vrai vous êtes aux mains de l'industrie américaine, enfin, mais je vous jure, on a tout eu, un festival. Même le ministre des Solidarités à l'époque, c'était M. Jean-Christophe Combes, il a pris le micro quand même pour dire qu'il y avait un risque de carence pour les enfants. Mais encore une fois, voilà le niveau. Ça fait quand même un moment que l'ANSES a reconnu dans son avis que les menus végétariens, bien sûr, sont tout à fait adaptés aux enfants. Et en l'occurrence, il y a une étude de Santé publique France qui dit qu'il y a effectivement une carence pour les enfants. Vous savez laquelle, pardon? Non, 98% d'entre eux sont carencés en fibres. Pas les protéines. Bref, quand j'ai évoqué aussi ce sujet avec notre grand ministre, M. Fesneau, en commission du développement durable, c'était justement en rapport avec le plan eau, où je pointais le rôle, en l'occurrence, de l'élevage intensif. Il m'a dit que de toute façon, on n'était pas capable de produire suffisamment pour répondre à la demande de consommation de viande en France, notamment de volaille. Donc, on va continuer tout droit. Et quand j'ai osé lui faire remarquer que peut-être une solution, c'était d'aller vers un peu plus de végétalisation de l'alimentation pour résoudre le problème, alors là, il m'a répondu, excusez-moi, mais là je sais pas faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une loi qui dit article 1, il est interdit de manger de la volaille. Voilà. Littéralement ça, vous pouvez vérifier, ça a été enregistré. Voilà le niveau de notre ministre de l'Agriculture. Mais évidemment, au fond, encore une fois, c'est pour empêcher le dialogue, alors qu'il s'agit d'un débat extrêmement sérieux. Ça a été largement démontré. On consomme beaucoup trop de produits animaux. Et en réalité, c'est pas un hasard. Il se trouve que la production de viande, notamment industrielle, elle est au centre de notre système agricole et industriel dans notre pays. C'est pour les animaux, pour nourrir les animaux, qu'on arrose des quantités phénoménales de maïs l'été. Un chiffre que je trouve particulièrement parlant, c'est que par exemple en 2000, 70% de la surface agricole utilisée en France était destinée à l'alimentation des animaux. C'est absolument colossal. Et tout ça, en fait, ça a changé, tu l'as un peu évoqué, Elodie, au milieu du siècle dernier. C'est en sortant de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, la France était complètement exsangue, elle était affamée, il y avait des politiques de rationnement, etc. Et en plus, dans une grande admiration de l'industrialisation triomphante des États-Unis d'Amérique, et notamment sa production industrielle de viande, puisque vous savez que là-bas, dès la fin du 19e siècle, ils avaient mis en place les fameux abattoirs de Chicago, qui ont inspiré tout le travail à la chaîne ensuite. Ils avaient aussi découvert le maïs et ses rendements fabuleux, donc ils avaient lancé une production massive de viande. Et nous, on a voulu ça aussi. Enfin, la France a voulu la même chose, une production de viande massive et à bas prix. Et malheureusement, on y a très bien réussi. Et c'est comme ça qu'on a mis en place donc, le système agro-industriel qu'on connaît. C'est passé par une volonté politique, en fait, de moderniser en fait, les campagnes, c'était l'idée à l'époque, et transformer les paysans en entrepreneurs, en fait, qui devaient toujours produire toujours plus, en passant bien sûr par un endettement massif, puisqu'ils doivent toujours agrandir leurs exploitations, acquérir des tracteurs, des produits chimiques, et en ce qui concerne l'élevage spécifiquement, mais ça s'est traduit par une transformation complète des cheptels français, notamment via la zootechnie. Vous savez, c'est cette science qui considère en gros les animaux comme des machines, et dont on veut améliorer les rendements, tout simplement. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a optimisé l'alimentation, qu'on a recouru à l'insémination artificielle et à la sélection génétique, qui fait qu'on sélectionne toujours des animaux plus productifs, avec les conséquences terribles qu'on connaît. Vous avez peut-être déjà vu ces images puisqu'on utilise des souches génétiques à croissance extrêmement rapide. Par exemple, ces poulets qui n'arrivent même pas à porter leur propre poids, tellement ils ont grossi vite. Bref, en quelques dizaines d'années, et avec l'avènement aussi de la société de consommation des supermarchés, etc., eh bien, on est passé d'une agriculture qui était naturellement, j'ai envie de dire, paysanne, à les fermes-usines, l'élevage intensif qu'on connaît aujourd'hui.
en plus avec une vocation à exporter massivement toute cette production qui par ailleurs détruit les économies locales dans les pays du Sud, je ferme la parenthèse. Mais il y a tout un système de production en fait agricole qui est pensé pour soutenir ça derrière. Et aujourd'hui, quel est l'avenir, enfin l'horizon en termes d'agriculture pour le gouvernement ? Est-ce que vous avez entendu c'est monsieur de Normandie, c'était l'ancien ministre de l'Agriculture, qui voulait lui une 3e révolution agricole avec un triptyque. Vous l'avez entendu ça ? Numérique, robotique, génétique. Voilà, on est bien. Mais vous comprenez bien que derrière tout ça, il y a évidemment des intérêts industriels qui sont absolument énormes et donc une pression des lobbies colossale avec. D'ailleurs, vous remarquerez que notre ministre de l'Agriculture s'appelle Monsieur Fesneau. Si on enlève quelques lettres, ça fait FNSEA. Coïncidence, je ne crois pas. Et je précise immédiatement que cette blague vient de ma collègue Manon Meunier, à César, ce qui lui appartient. Blague à part, la FNSEA est un syndicat tellement puissant qu'il y a vraiment un système en fait, de cogestion qui s'est mis en place avec le gouvernement. Regardez ce qui est arrivé à ce pauvre Bruno Le Maire. Souvenez-vous, en mai dernier, il a publié sur les réseaux sociaux ses félicitations à l'entreprise Apivore qui produit de la viande végétale, en rappelant que les protéines végétales, c'était moins de gaz à effet de serre que les protéines animales. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Ils lui sont tous tombés dessus avec une violence. Alors, il y a eu par exemple, on voyait qu'ils étaient choqués, quoi. Comment le gouvernement peut oser dire un truc pareil ? Et il y a la France Agricole, par exemple, qui est une revue spécialisée, a titré « Bruno Le Maire déclare la guerre à la viande ». Ils ne sont pas les de main morte. Et du coup, ils ont tous été bien embêtés pour Bruno Le Maire. Le gouvernement a essayé de calmer le jeu. Alors du coup, ils ont tous condamné avec Bruno Le Maire, bien sûr. Enfin, condamné. Je sais pas, ils ont renié la Cour des comptes, qui est subitement devenue le groupement d'éco-terroristes, parce qu'ils avaient fait un rapport, vous savez, qui préconisait de baisser les cheptels bovins, notamment, parce que responsables de 11,8% de nos gaz à effet de serre. Voilà, ça montre bien le poids de la FNSEA et en réalité, la FNSEA et ses alliés, c'est au moins 3 millions d'euros de budget de lobbying par an. Donc, ils écrasent absolument tout contre-pouvoir associatif, par exemple, de par ses moyens. Et parmi leurs alliés, bien sûr, il y a énormément de lobbies de la viande qui font tout pour que surtout la consommation de viande ne baisse pas. Et là, je pense particulièrement au lobby Interbev, le lobby de la viande bovine que vous connaissez peut-être. Vous serez peut-être heureux d'apprendre d'ailleurs que le directeur général a été fait chevalier de la Légion d'honneur en décembre dernier par notre bon Marc Fesneau. Encore une fois, coïncidence, je ne crois pas. Bref, et par exemple, c'est eux qui ont surfé sur la vague donc, du flexitarisme, qui se sont appropriés. Je ne sais pas si vous avez vu, pour donc leur recette flexitarienne, c'est avec de la viande partout, des pubs avec tous les gens qu'on voit, ils sont trop contents d'être flexitariens autour de leur entrecôte. Enfin, en fait, c'est vraiment de l'intox. Ils ont pris en fait la bonne volonté des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent réellement diminuer leur consommation de viande. Mais bon, là, on voit bien que l'idée, c'est de fustiger justement le végétarisme qui est du coup extrémiste, vous avez bien compris, et d'inciter à l'inverse à surtout pas baisser sa consommation de viande. Bref, mais les protéines animales, c'est pas que la viande, on parle énormément de viande aujourd'hui, mais c'est aussi les animaux marins. Et là, il faut être bien conscient qu'aujourd'hui, on est en train de vider littéralement les océans. D'après l'ONU, il y a plus d'un tiers des réserves de poissons qui sont affectées par la surpêche. Là, on en est à tel point qu'on utilise des immenses filets, vous savez, qui grattent bien tout le fond pour être sûr de bien tout attraper, tout tuer, tout ça. Et en plus de ça, c'est au prix de quantité de prises, ce qu'on appelle les prises accidentelles, c'est-à-dire des dauphins, des tortues, tout un tas d'espèces protégées, en plus, qui sont ramassées par ces filets, qui sont tuées, de fait, par l'industrie de la pêche. Et c'est 40% des organismes marins pêchés qui sont en fait des pêches accidentelles. Vous vous rendez compte ? 40%. Et donc là, c'est des animaux qui sont tués pour rien, clairement. Derrière, il faut savoir qu'il y a aussi des fermes-usines de poissons, enfin vous le savez peut-être, mais par exemple 94% des truites sont élevées en bassin fermé sans aucune limite de densité. Vous savez certainement qu'il y a en ce moment des projets justement de fermes-usines de saumon en Bretagne, en Gironde, etc. Et en fait, cet élevage intensif de poissons, c'est intéressant parce que c'est à la fois la conséquence de la surpêche et sa cause. Parce que donc, voilà, quand on commence à plus avoir trop de poissons dans les océans, on les élève, sauf qu'on élève des poissons carnivores. Les saumons, typiquement, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va pêcher d'autres poissons pour les nourrir. La boucle est bouclée. Bref, vous l'avez compris, il y a une véritable urgence
à une planification écologique digne de ce nom. Je précise, ça n'a rien à voir avec la planification écologique que prétend faire le gouvernement. Ils font des plans, vous avez entendu, ils font plein de plans. Plan pour l'incendie, plan canicule, plan machin, mais tout ça n'a aucune vision d'ensemble. Nous, ce qu'on préconise, c'est une planification écologique qui prend en compte tous les paramètres et du coup, au cœur de laquelle il y a la bifurcation, le changement de notre système agricole. Nous, ce qu'on veut, c'est revenir à un modèle paysan, à taille humaine, plus respectueux du vivant d'une manière générale. Et ça, c'est possible que si on diminue drastiquement notre consommation de protéines animales, sinon ça ne tient pas. Nous, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est une diminution de 50%. Et d'ailleurs, il y a eu un sondage YouGov en 2022 qui montrait que 64% des Français étaient favorables à cette diminution, 50%. C'est pour ça que je dis, en fait, il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, mais c'est juste, il faut qu'on impulse ça au niveau politique. Il faut donc une vraie volonté politique, libérer des lobbies, ça tombe sous le sens. C'est pour ça que nous, ce qu'on proposait, par exemple, avec le ministère de la production alimentaire, c'est pas du tout un détail, en fait, dans notre programme. C'est changer complètement la façon de voir les choses. C'est dire qu'on va partir des besoins. Voilà, qu'est-ce qu'on veut comme alimentation pour la population? Donc, entre autres, par exemple, on s'est fixé un objectif de diminution de 50%. Et du coup, qu'est-ce qu'on organise et comment derrière? Et donc, ça passe évidemment par une réorientation des aides agricoles, c'est de sacré budget, vers du coup, entre autres, des productions maraîchères, des productions de légumineuses, donc à destination des humains et pas uniquement des animaux, les productions d'algues, par exemple, aussi. Et évidemment, c'est un accompagnement des éleveurs qui voudraient changer de pratique. C'est utiliser le levier de la commande publique. On en a parlé avec les cantines. Donc nous, on préconise une option végétarienne par jour et puis un menu complètement végétarien par semaine. C'est vrai qu'en termes de pourcentage, c'est pas beaucoup peut-être de menus, mais néanmoins, c'est un outil quand même très important déjà pour impulser des changements de comportement et puis aussi pour impulser une production, parce que du coup, c'est le rôle de la commande publique, quoi. On fait produire ce dont on a besoin autour. Et puis bien sûr, une véritable information de la population, sensibilisation, ça passe par l'encadrement de la publicité, par exemple, des produits animaux, et puis la formation des professionnels, les professionnels de santé, de la restauration, évidemment. Et puis bon, ça a été déjà évoqué, en plus j'ai fait une conférence là-dessus un peu plus tard qu'hier, évidemment la fermeture des fermes-usines, qui pour nous est une des mesures d'urgence de notre programme, et en accompagnement bien sûr d'une sortie de l'élevage intensif. Aujourd'hui, on l'a dit, tous les scénarios scientifiques sérieux pour faire face au changement climatique préconisent une baisse drastique de la consommation de protéines animales, sur le GIEC, l'ADEME, le AFTER que tu as cité tout à l'heure, Elodie. Et d'ailleurs, il y a le cabinet Carbone 4 qui a dit qu'une alimentation végétale, en fait, c'était le geste le plus efficace pour réduire notre empreinte carbone. C'est même 6 fois plus efficace que de manger local. Donc je rejoins le titre de cette excellente conférence. Effectivement, l'alimentation végétale, c'est un pilier essentiel de la bifurcation écologique. Vous l'avez compris, ça ne se fera pas en un jour, mais avec une véritable volonté politique et une planification écologique globale, c'est possible. Donc, si je peux me permettre, c'est l'occasion jamais de mettre toutes nos forces pour militer pour qu'on prenne le pouvoir dans ce pays.